Alors, en effet, oui, la tâche d'être le dernier des orateurs entre maintenant et le débat et la soirée qui va continuer n'est pas tâche facile, surtout si on me demande de tout résumer. Ça ne sera pas le cas. Je demande si on peut me rajouter 5 minutes, parce qu'en 5 minutes, je n'y arriverai pas. Merci beaucoup. Voilà, donc je vais tenter de faire un peu une synthèse de ce qui a été dit. Je ne suis pas designer, je ne suis pas architecte, je suis sociologue, spécialisé plutôt en développement durable. Et donc, j'ai une vision un peu extérieure et je me focalise beaucoup sur les questions environnementales et sociales de toutes ces dynamiques. Et donc, je vais essayer de reprendre un petit peu de recul et de voir un petit peu au niveau des modèles socio-économiques qui nous entourent, des grandes mutations vers lesquelles on doit aller maintenant. On l'a suffisamment entendu ce soir et on le lit tous les jours dans la presse. Le risque si on continue dans cette économie qu'on a traditionnellement. Et voilà, je vais essayer de parcourir quelques exemples qui nous permettent d'envisager les choses différemment. Alors, on va attendre le prochain slide. Voilà. Donc, si Charlie Chaplin, dans les temps modernes, était l'incarnation de cette industrialisation, de ce travail routinier qui était issu de la révolution industrielle qui a eu lieu il y a 200 ans, et on est tous parfois très critiques de ça, mais il y a aussi eu un apport énorme en termes de confort de vie, en termes de développement économique, de développement de santé, de toutes sortes de choses, de culture. Et voilà, donc l'image véhiculée était d'une révolution industrielle qui rendait les choses très mécaniques, et d'ailleurs, elle a également transformé une approche du travail qui était beaucoup plus artisanale, où un artisan prenait un objet et le transformait entièrement en un produit. Donc il y avait toute une chaîne de valeur et une chaîne de production qui était sous le contrôle plus d'une seule personne ou d'une petite équipe, vers une industrialisation où finalement on fait partie d'une petite chaîne et on ne voit même pas vers où ça va et d'où ça vient. Et une troisième chose importante ici, c'est de se dire que ça a développé aussi les relations entre les entreprises. Vu cette chaîne de valeur et cette chaîne de production, les entreprises se sont spécialisées chacune dans une des étapes. Cela a permis et a développé une production de masse, une production où, tel qu'il a été dit plus tôt ce soir, et je suis désolé, je vais répéter beaucoup de ce que les autres ont dit avant moi, mais bon, voilà, beaucoup de choses ont déjà été dites. La plus grande importance dans cette production de masse était cette corrélation directe entre le volume produit et la profitabilité de l'entreprise. Donc plus on produit, plus l'entreprise se porte bien et plus elle se développe. Mais la plus grande rupture pour moi dans cette arrivée d'une production de masse de l'ère industrielle, c'était soudain la conception linéaire de la production. Nous sommes la seule espèce vivante sur Terre qui vit d'une façon linéaire. Toute espèce vivante, plante ou animale, vit totalement en circulaire. Les déchets sont entièrement recyclés, la vie est créée à partir de la nature, etc. Il n'y a pas de consommation comme il y a chez nous, où on prend les ressources, on les consomme et on les jette en fin de vie. Mais là, je ne vous dis rien de nouveau. Mais le système capitaliste a poussé le vice dans cette dynamique, a carrément programmé la mort de son objet par l'obsolescence programmée. Le volume qu'on doit produire, le volume qui doit être développé, vendu pour pouvoir maintenir une entreprise en compétition avec les autres dans le marché, demande qu'on consomme de plus en plus rapidement tous ces produits. Il y a une question de qualité, comme le disait Charles plus tôt avant la pause, mais pour moi aussi, il y a cette question d'obsolescence programmée qui est critique et d'ailleurs qui commence à disparaître. On voit que dans certains pays européens, cela commence à être interdit. Maintenant, le dernier point que je voulais mettre ici, dont je voulais parler en introduction, revient à la question du coût marginal. Donc, l'économiste Jeremy Rifkin, dans la nouvelle Société coût marginal zéro, dit que le capitalisme va carrément va creuser sa propre tombe. La question de l'Internet, l'accessibilité à l'information globale et ce qui va arriver avec les impressions 3D vont nous permettre de produire de moins en moins cher et le coût marginal de notre production va donc tendre vers zéro d'un point de vue purement économique. Et donc, il va falloir augmenter autrement la valeur que produit l'entreprise pour qu'elle reste compétitive. Le volume ne va pas pouvoir se baser sur une ressource finie,
Et d'ailleurs, un économiste, Kenneth Boulding, dit que celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. Je suis sociologue. Hein. Alors, la question de l'impression de ce modèle économique... Il faut être très créatif là. Bon, donc pour remplacer ce modèle capitaliste que nous connaissons, il va falloir développer une nouvelle économie, une économie collaborative. On en a parlé, j'aurai pas beaucoup le temps d'aller dans le détail ici, mais cet accès à l'Internet et cette impression 3D va nous permettre de déconstruire le modèle économique et de reconstruire autre chose. Je ne sais pas si on pourrait passer à la slide suivante, parce que là ça commence, je ne sais pas si... J'en ai pas beaucoup, hein. Mais bon. Donc, il va falloir passer d'une logique de volume à une logique de valeur. On en a déjà parlé ultérieurement. Et il va falloir qu'on revienne en arrière pour recréer une économie circulaire. Parce qu'il faut se dire que l'économie circulaire, on en parle comme si c'était une nouvelle invention. Je trouve qu'on a été dans l'économie circulaire pendant toute l'histoire de l'humanité jusqu'à la révolution industrielle. Et donc, c'est une question de retourner en arrière et de se réinspirer de la nature qui nous entoure. Il y a déjà eu des grandes transitions majeures dans le passé. Frédéric Laloux, dans son livre Reinventing Organizations, parle de ces grandes transitions, du passage d'une société tribale avec le contrôle de certaines ressources qui a permis l'agriculture, la révolution agricole, la maîtrise de la culture, puis la spécialisation et la révolution industrielle, et plus tard, et beaucoup plus récemment, l'accès à l'Internet et donc une société d'information postmoderne avec un accès global à toute cette information. Donc, quelle sera la prochaine de ces transitions? Et il faut se dire que, est-ce que demain, comme aujourd'hui, on voit certaines certitudes qu'on pouvait avoir dans le passé, comme la certitude que la Terre était plate, ou d'autres certitudes qu'on pouvait avoir dans ces différentes phases. Je ne vais pas rentrer en détail, il faut que vous lisiez le livre ou vous regardez les présentations qu'il en a faites, il y a des exemples assez intéressants. Mais est-ce que demain, on verra cette économie linéaire sur laquelle on base notre économie aujourd'hui comme une aberration? Le fait de voir un développement infini sur une ressource finie. Donc, quels sont les différents modèles économiques auxquels on a accès? Je voudrais les recentrer autour d'une analyse qui a été faite par Accenture, donc une entreprise de conseil en management qui a identifié 5 piliers, si on veut. On peut les appeler modèles économiques, mais pour moi, c'est les piliers de l'économie circulaire, si on prend l'économie circulaire comme un élément qui chapeaute le tout. Et ils partent d'un point de vue purement économique, c'est-à-dire que le déchet, ils ont calculé que les déchets produits par l'économie actuelle représentent 4,5 milliards de dollars par an de perdus. Et cette prémisse, tout simplement, nous permet de se dire qu'il faut absolument envisager différentes approches. L'approvisionnement circulaire, on en a déjà beaucoup parlé, mais remplacer l'usage unique des ressources par des ressources renouvelables, des ressources biobasées, des ressources recyclables qui pourront être réinjectées dans l'économie après. La récupération de ces ressources parmi les produits et les sous-produits usagés. Et dans le monde de la construction, dans le monde de l'habitat, dans le monde des villes, je pense qu'il y a un énorme enjeu de concevoir ou de designer des villes et des maisons et des objets pour être déconstruits en fin de vie. Cette approche cycle de vie nous permet d'identifier les ressources que finalement on a la tendance à jeter et que ces nouveaux modèles économiques nous permettent de recycler. Un troisième élément, c'est une maximisation de la durée de vie et une maximisation de l'utilisation d'un objet. Pas la maximisation de sa consommation, mais la maximisation de son utilisation par des usages, des partages d'utilisation, des partages d'accès, des partages de propriété. On connaît tous les questions de covoiturage, d'habitat groupé, etc. Comment est-ce qu'on peut envisager l'habitat, la maison, les villes de manière différente et de maximiser leur durée de vie? Cela aussi veut dire d'augmenter leur modularité, c'est-à-dire qu'un habitat
ou un bâtiment d'aujourd'hui peut être utilisé de façon différente dans 10 ans. Et vous, en tant que professionnel de la construction, de l'architecture, de l'urbanisme, etc., vous avez peut-être une responsabilité à voir plus à long terme qu'un habitat qu'on construit et on donne clé sur porte et on s'en va. Peut-être qu'il y a une façon beaucoup plus à long terme d'envisager ces choses-là. Remplacer une logique de volume par une logique de valeur, le produit devient service. C'est ce qu'on a vu avant la pause dans la présentation sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. C'est exactement cette notion-là. Comment est-ce qu'au lieu de vendre une maison, on preste un service et que la maison ne soit que le véhicule qui permette d'utiliser ce service? Et que donc, dans l'extrême, certaines entreprises, dans l'économie de la fonctionnalité par exemple, se sont mises à remplacer un produit par un service. Interface Floor est une entreprise qui vend des dalles de tapis, qui vendait des dalles de tapis à des entreprises et des bureaux, qui soudain s'est mis à louer ces dalles de tapis pour pouvoir en récupérer la matière première et de cette manière réduire leurs coûts. C'est pour une raison économique qu'ils le font et pas écologique. Donc, quelles sont les applications de tout ça dans nos bâtiments? Alors ici, quelques exemples. Et de nouveau, je ne suis pas architecte, je ne suis pas vraiment spécialisé dans ces questions-là, mais ce que je voudrais, c'est essayer de vous faire réfléchir à, par exemple, ici, sur votre gauche, le remplacement, par exemple, la combinaison de matières. Comment est-ce qu'on peut éventuellement, dans la gestion de l'énergie, combiner les matières, réduire la matière nécessaire au lieu de faire des tuiles et des panneaux solaires? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas intégrer des panneaux solaires dans les tuiles? Ça veut dire aussi que ce sera beaucoup plus facile à réparer en cas de panne, et ça peut s'adapter, ça peut s'améliorer, ça peut évoluer au fil du temps. Un deuxième élément que je voudrais vous montrer ici, c'est Lightcatcher, qui est une solution de miroir qui permet, à travers les vitres sur les à travers les fenêtres sur les platois, d'augmenter, là où vous avez compris, d'augmenter la surface illuminée de 60 à 125 mètres carré pendant 10 heures. Au lieu de simplement bénéficier de la lumière directe du soleil, on la réfléchit et on l'augmente à travers le plancher. Donc ça permet une augmentation d'à peu près 70%, une diminution pardon, de 70% de la consommation d'énergie par rapport au système classique. Et bon, en tant que professionnel du développement durable aussi, j'ai envie de revenir aussi à des illustrations venant du Sud, et j'ai été très inspiré par ce qui a été dit aussi dans les présentations précédentes à ce sujet-là. Ici, je voudrais montrer un exemple de la base de la pyramide étant la base de la pyramide économique, la population la plus grande, mais la plus défavorisée de la population planétaire. Ici, on parle d'un programme, un projet qui s'appelle A Liter of Light, donc un litre de lumière, et il s'agit simplement d'insérer dans les toits ondulés en tôle, dans les bidonvilles, en fait, là où les maisons sont tellement étroitement, sont tellement rapprochées qu'on n'arrive pas à avoir de fenêtres sur les côtés. On peut simplement, en créant un trou, en scellant une bouteille remplie d'eau chlorée, créer une ampoule de 220 watts qui permet d'illuminer une maison à l'intérieur, ce qui veut dire un confort de vie, mais ce qui veut dire qu'on peut aussi travailler dans la maison, on peut aussi apprendre dans la maison pendant la journée. Et ça permet évidemment de recycler beaucoup de bouteilles et de donner de l'emploi. Un deuxième exemple ici, c'est une lampe qui est alimentée simplement comme les horloges de nos aïeux par un poids qui tire un sac de gravats vers le bas et qui alimente une source d'énergie. Alors, quels sont les éléments que je veux dire ici? Les informations importantes sont simplement la question de la simplicité et surtout le fait de regarder autour de nous l'énergie qui existe. On parle toujours d'extraire des ressources pour la convertir en énergie, mais l'énergie, elle existe, elle est déjà là, elle nous entoure. Et voilà, il faut absolument qu'on trouve des moyens de maximiser cette manière d'utiliser l'énergie avant d'aller extraire d'autres ressources. Un autre exemple que je voudrais illustrer ici, c'est un exemple de transporteur de lumière qui est en fait quelque chose qui a été développé par des étudiants de l'école polytechnique de l'Université de Paris-Saclay, qui concentre de l'énergie lumineuse par des lentilles de Fresnel et qui les convoie dans le bâtiment à travers des canaux de fibre optique. Donc en fait, la lumière n'est pas, elle est transportée, elle est littéralement transportée à l'intérieur, ce qui est une lumière totalement propre, totalement gratuite et en plus qui reflète l'entièreté du spectre de la lumière du jour. Donc c'est une lumière extrêmement saine. Un dernier exemple que je voudrais illustrer ici, c'est la captation d'énergie par les panneaux des pavés. On voit dans certains endroits
il y a une boîte de nuit, je crois, aux Pays-Bas, qui est entièrement alimentée grâce à le fait que les gens dansent sur la piste de danse. Et cette énergie captée est réintroduite dans la discothèque et donc alimente l'énergie. On peut imaginer à la gare des Guillemins, à l'heure de pointe, ce que pourrait capter comme énergie ce genre de panneau. Et voilà. Donc, est-ce qu'on peut s'inspirer de ces choses, de l'énergie qui est là, pour mieux utiliser l'énergie qui nous entoure. Voilà, je voulais parler de quelques exemples ici, mais je crois que le temps est très limité, donc je vais faire très vite. À gauche, on a une solution qui a été créée par un produit qui s'appelle Ecovative, qui finalement est un déchet agricole mélangé avec du mycélium, donc un champignon, et qui peut pousser dans un moule ou dans un espace fermé. Et donc, on l'utilise déjà pour empaqueter, pour remplacer la frigolite ou le polystyrène pour l'emballage d'objets, mais ils sont en train de développer des solutions qui pourraient être très intéressantes, surtout dans la rénovation, c'est-à-dire de faire pousser ces champignons entre deux panneaux, ce qui pourrait créer un panneau isolant vis-à-vis de l'extérieur de la maison. Et donc, c'est quelque chose qui pourrait être beaucoup moins cher que d'injecter des matériaux isolants. En parlant de matériaux isolants, il y a Isohemp qui vient de Wallonie et qui est un exemple d'une petite start-up qui crée des blocs d'isolants à base de chanvre et qui sont entièrement locaux et recyclables. Voilà, je vais aller beaucoup plus vite parce que je n'ai plus de temps, mais je voulais juste dire que voilà, je travaille avec l'organisation Greenwin, qui est le pôle de compétitivité wallon pour l'économie, qui accompagne les entreprises vers une économie circulaire. Et je voulais juste mentionner deux projets auxquels nous travaillons. Un projet européen qui s'appelle Cycle de vie en pratique et qui accompagne 8 entreprises PME dans le secteur de la construction et de la gestion des déchets ici en Wallonie, qui les accompagne à adopter une approche cycle de vie et une analyse de cycle de vie qui permettra à terme de mettre en place une économie circulaire dans ces entreprises. Notre objectif, évidemment, c'est d'aller beaucoup plus loin et de mettre en place un véritable réseau avec des ressources, des experts et des bonnes pratiques dans ce domaine-là. Et le dernier programme que je voulais mentionner, c'était le programme de formation Green Skills, qui est un programme labellisé par la Wallonie et qui a pour ambition de former un grand nombre de professionnels, principalement des professionnels dans le domaine des écotechnologies, la gestion des déchets, la chimie verte et la construction durable. Voilà. Merci beaucoup.